dans le milieu dans le marché du travail, sur le marché du travail. Quels sont les Alors, ça faisait partie un des axes que je voulais partager avec vous. En fait, là, vous touchez la question de l'identité. Vous voyez, par exemple, vous êtes une femme. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si vous avez des frères et sœurs. Vous avez plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Est-ce que vous n'avez pas plusieurs identités déjà? Est-ce que vous êtes la même avec votre mari, avec votre père, avec votre frère, avec votre sœur, votre cousine, vos copines, votre directeur? Non. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, le travail, enfin, on est en France dans une culture où on est dans la culture du travail. Et moi, je sais que souvent, vous êtes dans un endroit et vous dites, ah ben, c'est toi dans la vie. Voilà. Après, je dis rien. Les gens me disent, vous savez, moi, je sors plus parce que je n'ose plus. Parce que les gens me disent, ah, mais c'est une bosse là, ah, il est chômeur. Je voulais rajouter autre chose sur le burn-out. Déjà, on peut faire un burn-out lié à une seule activité professionnelle. Ce n'est pas forcément toute votre activité professionnelle qui a causé le burn-out. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de rechercher, enfin, on recherche et on trouve avec la personne qu'est-ce qui a causé le burn-out. Donc, il y a plein de causes. Et souvent, c'est la façon dont vous êtes construit
qui a fait que ça a claqué dans ce travail-là, dans cet environnement-là, avec cette organisation, ces managers, ces relations de travail et cette mission-là. Donc c'est pas que vous êtes bon acheté pour ce boulot, c'est dans ce contexte-là, ça ne marche pas. Après, souvent, ça a été tellement grave qu'on ne veut plus du tout voir cette activité. Donc après, c'est important de détricoter l'ensemble pour voir là où c'est fait pour vous et là où c'est pas fait pour vous. Je m'explique. Souvent, d'abord, vous voyez comment on choisit nos métiers. Quand on est jeune, à la sortie du bac, il faut choisir une orientation scolaire, on ne sait même pas laquelle. Donc en gros, on choisit par rapport à notre environnement familial, les amis de la famille, etc. Et on se retrouve, et puis après, donc on va faire nos études. Dans le meilleur des cas, on va y réussir. Dans le meilleur des cas, on va chercher un stage, c'est pareil. On cherche le stage souvent par rapport à nos relations. Et puis, on se retrouve dans une filière. Et moi, je me suis rendu compte que bien souvent, il y a au moins la moitié des gens qui sont en poste et leur métier ne leur plaît pas, et ils sont dans une filière comme ça. Donc, quand on fait le burn-out, pour moi, d'abord, sachez que c'est une chance. Parce qu'il y en a qui font un AVC directement ou un arrêt cardiaque et c'est terminé. Donc, évidemment, quand on est dans le burn-out, moi j'ai eu 2 ans d'arrêt, donc je sais de quoi je parle, j'ai été 6 mois à légumes. Quand je dis un légume, ça veut dire 3 mots, je ne comprenais pas. J'entendais là, mais ça n'arrivait pas au cerveau. Et pas des trucs de travail, je parle vraiment là, des trucs domestiques. C'est important de savoir dans ce que vous vivez, la façon dont vous apprenez votre environnement, ce qui vous correspond ou ce qui correspond aux croyances de vos parents. Si je reprends l'histoire de tout à l'heure, dans la famille, tous les hommes sont médecins, vous avez décidé de faire la littérature, c'est une catastrophe. Donc vous ferez, ou les psys, c'est pas un vrai travail. Voilà, les psys, c'est pas un vrai travail, quelle horreur. Donc comment voulez-vous faire un métier qui vous plaît, mais qui peut être reconnu comme un vrai travail par rapport à votre famille? Donc vous n'avez pas le choix que d'aller déjà sortir de cette croyance-là. Mais il y en a plein des croyances. Après 40 ans, on ne trouve plus de boulot, ou dans la famille, pendant des générations, personne n'a trouvé de boulot, donc j'en trouverai jamais, etc., etc. Et donc c'est important en fait de faire la part des choses, d'une façon générale, de faire le tri dans les comportements qui vous conviennent chez vous et ceux qui ne vous conviennent pas. On en a tous comme ça. Et après, comme disait ma collègue, il y a des choses dans ce que vous êtes qui sont très bien en l'état et qui sont apportées à d'autres peut-être environnements professionnels ou d'autres équipes qui seront ravis de rencontrer quelqu'un comme vous qui est unique, mais qui ne marche pas là-dedans. Donc il faut arrêter de se normer, de se réduire, de se couper les ailes, de ne pas écouter vos intuitions. Et le burn-out est une chance parce que c'est un temps d'arrêt. Comment voulez-vous réfléchir sur vous quand vous êtes H24 à courir après le boulot, vos heures, les enfants, vous ne dormez pas la nuit parce que vous rêvez de votre entretien avec votre chef ou les clients trouvés, etc. Donc, c'est ce qui se passe. Le corps, à un moment, il dit, je t'ai déjà donné plein de signaux d'alerte dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, tu ne veux plus écouter, je te coupe la tête, tu ne peux plus penser. Donc, vous êtes obligé d'écouter votre corps. Et du coup, c'est aussi un exercice d'incarnation, en fait, comme je dis souvent. Quand on est trop dans la tête, l'énergie, elle est là. Et quand on n'a plus de tête, on descend dans le corps. Et là, on commence, en fait, à développer son intuition, etc. Mais il faut se faire aider, c'est vital. Par contre, si vous vous faites aider, ça peut aller très vite. Et vous pouvez aussi faire un burn-out sans forcément vous faire licencier. C'est l'objectif de nos métiers. C'est que, en tant que psychologue du travail, en tout cas moi en externe, c'est peut-être pas le cas chez Pôle emploi, je ne sais pas, j'active ce qu'on appelle le protocole multidisciplinaire. Donc évidemment avec l'autorisation du client, j'appelle le DRH, on voit avec les managers, on travaille avec les médecins du travail, les médecins traitants, éventuellement des avocats, pour essayer de trouver une solution et pas dire c'est lui qui est fautif. Donc c'est ça, si vous faites un burn-out, en général c'est les gens performants qui font des burn-out. Ceux qui font un burn-out, ils ne font pas de dépression. Ils peuvent faire une dépression réactionnelle, mais c'est pas c'est toujours des gens performants, hyper engagés qui font un burn-out. Donc en général, les employeurs qui sont cohérents, après on va parler des autres cas de figure, mais quelqu'un qui est normalement constitué, il ne veut pas laisser partir un élément qui est bon et qui a trop travaillé sans s'écouter, sans écouter ses limites, et qui est en burn-out. Il rêverait de... Alors si ça vous intéresse, j'ai écrit un article dans la revue Soins infirmières de novembre dernier qui s'appelle Des clés pour l'évanouissement au travail, où j'explique, mais bon c'est sur 3 pages, mais globalement la méthodologie, mais en 3 à 6 séances, on peut totalement rayer et la dynamique et vous remettre en scène. Mais c'est en travaillant sur l'intrication corps, esprit, émotion, énergie, et là c'est vraiment l'association de ce que j'ai appris en psycho du travail, en psychopatho évidemment, et aussi à l'étranger. Donc après,
comme dit Leïla, autant de personnes que de réalités. C'est pareil parmi les psychologues. Alors, du coup, on rebondit, hein, parce que c'est... moi, je voulais parler... Tu as nommé elle a nommé la question du contexte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous travaillez dans un cadre particulier, et puis vous êtes épuisé. Et puis comme vous êtes évalué sans arrêt, on est quand même dans la question de l'évaluation au travail, mais forcément, qui est la fautive, surtout quand on est en train de se réduire, c'est soi. Et que du coup, le soi est intriqué dans le cadre dans lequel vous êtes. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est quand moi je les vois, il n'y a plus le cadre, et pourtant, les gens, quand je les rencontre, j'ai l'impression qu'il y a tout le staff derrière eux. Et je leur dis, alors, on s'en débarrasse ou on ne s'en débarrasse pas? Et que les gens sont en incapacité de pouvoir parler d'eux-mêmes sans s'extraire de ce contexte-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reviens encore sur la question d'identité, quand on est vraiment épuisé, et puis le corps, le travail, c'est la question de l'engagement aussi. Donc à un moment donné, se dire aussi, est-ce que au lieu de se dévaloriser, parce il y a la question aussi de la reconnaissance dans le travail, quand on fait l'évaluation, mais avant la reconnaissance, grammaticalement, il y a le verbe connaître. Donc c'est déjà connaître, et les gens parfois on ne se connaît pas. Et si vous ne vous connaissez pas, la question de la reconnaissance, il ne faut pas aller la chercher chez les autres. Parce qu'elle est encore beaucoup plus archaïque, la question de la reconnaissance. Donc ce qui est important, c'est de se dire à un moment donné, on est des sujets, on est en interaction, on est dans des espaces temporels, avec des gens, des contextes. À un moment, c'est aussi de se dire, le contexte, il est renfermant, il est oppressant, il faut arriver aussi à s'en dégager. Nous, ce qu'on travaille essentiellement à Pôle emploi, c'est des zones de dégagement. C'est de se dire à un moment, voilà, vous êtes quelqu'un, et vous savez faire plein de choses. Et après se pose la question du contexte, est-ce que vraiment ce cadre de travail nous convient, nous convient pas? Et nous, c'est ce que nous appelons la transférabilité ou la transversalité des compétences. C'est-à-dire qu'on fait tout un travail de remaniement. J'ai l'impression que je remanie tous les outils, hein, et je dis que vous voyez, ça, eh ben, ça peut donner ça. Alors peut-être que ça passe par une formation ou pas, mais en tous les cas, ça peut être aussi un autre environnement qui sera beaucoup plus adapté, moins toxique en tous les cas à la personne. Mais c'est vraiment, vous voyez, on est toujours dans ces mouvements où il faut se permettre cette amplitude, cette marge de manœuvre, et de se dire qu'on est dans une place, où on n'est pas enfermé dans le cadre. Excusez-moi, il faut sortir du cadre pour voir le cadre. Si vous êtes dans le cadre, vous ne le voyez jamais. C'est très vrai. Et ce que je voulais du coup compléter, et que j'ai oublié de vous dire, c'est comme la personne qui a un burn-out, elle pense qu'elle est faible, mais en fait elle ne l'est pas. En fait, quelqu'un qui a un burn-out est un symptôme de dysfonctionnement de l'organisation. C'est-à-dire que, en général, vous, peut-être vous avez fait un burn-out, mais si vous commencez à regarder autour, vous avez probablement d'autres collègues qui ont fait des burn-out, ou peut-être qu'avant vous, il y avait déjà un burn-outé, comme je dis, et donc c'est pas une faiblesse en fait. C'est pour ça que l'environnement est vraiment systémique et important. Et je me suis rendu compte aussi que c'est toujours une histoire de limites. La personne qui fait un burn-out, c'est une personne qui n'a pas dit assez tôt ses limites. Elle a voulu faire mieux de plus en plus, sans s'écouter, peut-être se croyant invincible. Mais à un moment, ben voilà, comme je dis, même si on veut travailler plus que 8 heures, on va travailler 12 heures, puis après 15 heures, ben, il y a un moment, la journée, elle fait que 24 heures. Pas possible. Voilà. L'autre fois, on m'a donné 600 questions à revoir en 4 jours, dont 2 jours de week-end. Bah, c'était juste pas possible, quoi, même en dormant pas. Donc voilà, c'est un moment, c'est stop. Donc ça se répète, voilà. Et quand, voilà, l'histoire de limites, c'est important. Donc la personne n'a pas assez dit ses limites. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir la construction individuelle. Pourquoi vous n'avez pas mis vos limites? Peut-être que vous avez appris petit à petit. Fait plaisir à papa, fait plaisir à maman, et au boulot vous êtes encore là-dedans. Ou alors que vous avez quelqu'un qui n'a pas écouté vos limites. Souvent il y a le cas. Et souvent, qui dit burn-out, il y a souvent, très souvent, une histoire de manipulation ou de harcèlement pas très loin. Voilà. Et donc, si vous rencontrez des histoires de manipulation ou de harcèlement à répétition, ça veut dire qu'en général, vous en avez un dans la famille que vous n'avez pas encore détecté et que vous avez cru
que cette façon de fonctionner, c'était la bonne façon. Mais non, une façon de fonctionner normale, c'est je respecte l'autre et je me respecte. Ça ne veut pas dire que je lui demande rien, c'est-à-dire je tente, mais l'autre doit aussi dire ça je peux faire et ça je peux pas. Ou je peux le faire, mais après-demain ou dans 3 mois. Donc il faut parler, il faut oser dire, oser être vous, et donc pour ça évidemment se connaître. La question du nom, en fait. La question du nom des enfants qui n'arrêtent pas de répéter, à dire moi non, 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 et comprennent qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi s'autoriser à dire non, pas le dire de façon comme ça ferme, mais de dire que oui, en effet, ça peut être pensé, mais il faut aussi du temps, il faut aussi des moyens, il faut le poser. Et ça, c'est de la pratique professionnelle. Ça, c'est pas j'y vais avec mes tripes et puis je donne tout. Non, ça, c'est pas du boulot. Moi, je dis ça. Là, vous n'êtes pas travailleur, vous êtes ce que vous êtes. Quand on travaille, on est dans une pratique, on fait sa pratique, on permet à l'autre de connaître notre méthodo, nos temps de travail, nos disponibilités, et ça passe par la communication. Alors après, ça dépend de la hiérarchie, ça dépend du management, ça dépend de plein de choses. Mais les choses bougent dans les entreprises aujourd'hui, il faut être positif. Hein, en tous les cas, je l'espère et je vous le souhaite. Donc moi j'ai une question, parce que en fait, quand je regarde le descriptif du programme, de ce qui était proposé pour cette conférence, c'était un zoom sur les structures d'accompagnement pour sortir de tout ça, etc. Alors depuis tout à l'heure, je suis désolée, mais j'ai l'impression d'assister un peu à un cours théorique sur tout le burn-out et pas sur ce qui se passe après, et rien de concret en plus. Donc, est-ce que vous avez des clés vraiment concrètes pour sortir pour repartir en fait? Parce que, alors, et puis j'ai l'impression, c'est très joli à voir, hein. Franchement c'est adorable parce que j'ai l'impression d'avoir assisté à un coup de foudre professionnel entre vous deux, c'est adorable, mais c'est pas très concret. Voilà. Ah, parce que, alors, vous avez besoin de réponses plus concrètes parce que vous fonctionnez comme ça. Mais alors, dites-moi, les structures d'accompagnement. Quelque chose de concret, parce que depuis tout à l'heure, c'est vraiment très théorique. Parce qu'on est en train de vous parler de notre métier, on est en train de vous parler de notre pratique, des situations qu'on rencontre. C'est pas concret ça pour vous? C'est pas concret? Alors, vous voulez quoi, des adresses? Par exemple, je sais pas. Eh ben, sachez que quand si vous êtes demandeur d'emploi, sachez qu'aujourd'hui, vous avez accès. Alors, Pôle emploi est acteur du conseil en évolution professionnelle, d'accord? Nous sommes plusieurs. Pôle emploi est destiné aux demandeurs d'emploi. Chaque personne qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi peut bénéficier, donc il est suivi par un conseiller en évolution professionnelle, puisqu'on les appelle conseillers en évolution professionnelle, et vous avez possibilité de rencontrer une psychologue du travail en agence ou en externe, puisqu'on ne peut pas absorber toutes les demandes. Et puis à partir de ce diagnostic qu'on va faire de façon concrète avec vous, et se dire, est-ce qu'il se passe quelque chose de la reconstruction, est-ce qu'il se passe quelque chose de la transition, est-ce qu'il faut travailler les aires de mobilité de cette personne-là? Et voilà, pour vous répondre de façon concrète, voilà ce que je peux faire à partir d'une situation. Et que nous sommes là, en première ligne, en tous les cas, pour vous apporter cet espace d'élaboration possible. Alors si vous êtes salarié, vous faire la demande via la RH, via l'OPCA, et bénéficier d'un bilan de compétences, par exemple. Voilà, des structures qui vous permettent à penser votre situation de travail. Voilà, si vous êtes cadre, il y a la PEC, si vous êtes travailleur handicapé, il y a Cap emploi, si vous êtes jeune, il y a la mission locale. Voilà les structures, et ce sont les acteurs du CEP. Il y a une instruction qui date de 2014, on est dans cette logique. Alors moi je ne suis pas très réglementaire, du coup je ne vais pas vous faire un cours théorique parce que là vous allez être frustrés, mais allez vous renseigner sur Google et vous verrez ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui le gouvernement et les pouvoirs publics ont décidé d'impulser le conseil en évolution professionnelle parce qu'ils partent du principe qu'on est plus dans une logique de compétence qu'une logique de métier,
mais que ça, les théoriciens, ça fait 20 ans qu'ils en parlent, comme Zarifian par exemple, qui a fait un bouquin sur la logique de compétence, et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire son métier toute sa vie. Et que véritablement, quand on parle toutes les deux, là on est en train de vous parler de la rencontre du sujet. Nous on est en train d'extraire ce que vous êtes. C'est ce qui vous permet de vous aider. Et puis après vous partez avec des billes, peut-être concrètes. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Alors, juste, moi j'aurais besoin de savoir justement en quoi c'est pas concret et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que ça soit concret, parce que pour moi c'est très très concret tout ce qu'on a dit depuis le début. Et donc c'est pour ça que je comprends pas votre question en fait, et j'aurais besoin que vous m'expliquiez c'est quoi vos attentes. Bah, en fait, moi vraiment je pensais que c'était quelque part. J'ai bien vu que vous intervenez. Vous, on n'avait pas votre nom sur le programme, sur le site du salon. J'ai bien vu que vous étiez psychologue du travail, mais souvent il y a plusieurs intervenants, donc je pensais qu'il y avait d'autres gens aussi sur des outils ou un détail de démarche à faire, ou même comment le justifier en entretien, par exemple, des choses comme ça. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais en fait. Et je pense que je ne suis pas la seule. Quelle est votre question? Quelle est votre question réellement? Bah, c'était ça en fait. C'était. Non, quelle est votre attente? C'est pas clair. Votre attente? Moi j'en ai une très concrète effectivement. Après un arrêt et un burn-out, voilà, le burn-out n'étant pas forcément un problème d'inadéquation entre le travail et Alors merci de parler quand tu rien rien du du travail. Moi j'ai une question effectivement après 2 ans problématique suite à un travail problématique lui aussi. Il n'y a pas forcément une adéquation entre moi et mon travail, vraiment un milieu, on va dire, déviant, voire toxique. Moi, je me suis pas remis en cause, mais je suis arrivée jusqu'au moment où j'ai le recul nécessaire, en plus pour me dire c'est pas moi. Donc on n'est pas. Comment on explique ces 2 ans de flou? En l'occurrence, pour moi, c'est 2 ans. Voilà. Recherche du travail. Comment on parle de ces 2 ans? On dit peut-être une remise en question, enfin le moyen de se connaître aussi, mais comment on en parle sans que ça effraie les éventuels employeurs? Bah, vous dites que vous avez fait un burn-out, ouais, le problème. On peut dire qu'on a fait un burn-out. Bah, bien sûr. Alors attendez, excusez-moi. Alors, il y a quelque chose d'important à voir. Tout ne se passe pas dans le lieu où on travaille. Aujourd'hui, il y a des instances qui sont extérieures. Il y a la médecine du travail, et il y a aussi d'autres instances. Il y a les CHSCT. À un moment donné, il faut... CHSCT, quand on ne travaille plus, voilà. CHSCT, c'est quand on travaille. D'accord. Alors quand vous ne travaillez plus, vous avez déjà votre médecin traitant qui a cette capacité de pouvoir vous orienter. Et puis quand vous êtes chez nous à Pôle emploi, sachez que voilà, on est psychologue du travail. Oui, non mais moi je ne parle pas de soin, je parle concrètement. Comment on justifie auprès d'un recruteur le fait de s'être arrêté pendant 2 ans? Voilà. Est-ce que la justification? La question était claire. Mais je pense qu'on a tous le droit d'être malade dans la vie, donc vous pouvez dire j'ai été malade, même sans donner des détails, et là vous revenez sur le chemin du travail. Mais vous savez combien il y a de burn-out à 50 ans, ça ne veut pas dire que vous avez été malade, parce que là il y a la maladie. On imagine plein de choses aussi, on imagine une récidive, que ce soit une maladie. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire que vous avez eu un burn-out qu'un cancer, parce que le cancer on peut imaginer récidive, le burn-out, non, on peut imaginer. Alors, dans la situation où cette dame ne souhaite pas avouer, ne souhaite pas s'être en parler, comment elle peut justifier? Sans mentir, bien évidemment, on est d'accord. Moi, précisément, j'ai eu un burn-out suivi d'une maladie, c'est-à-dire que je me suis trouvée paralysée carrément. Voilà. Paralysée, on ne savait pas pourquoi, je me suis levée un matin, j'ai dû faire opérer d'urgence. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Donc voilà. Donc j'ai ça physiquement et psychologiquement. Voilà. Comment on en parle, quoi. La reconstruction, c'est voilà. Comment on en parle? Alors, j'ai envie de dire, comment on en parle? À qui on en parle déjà? Non. Excusez-moi, est-ce que vous étiez encore... Je retourne du pot, ma question est précise. Comment on en parle à l'instant, je suis en train de vous répondre, madame. Non, l'absolu pas. Sur le CV. À un futur employeur, lors d'un entretien. Et vous n'êtes pas obligé... Attendez. Enfin, ça, c'est tout un travail, c'est toute une élaboration. À un moment donné, moi, je rencontre des gens qui ont eu 2 ans, 3 ans, 10 ans d'inactivité. Alors, il y a différentes structures qui peuvent aussi accepter des gens qui ont été en rupture. On travaille avec des structures qui... Non, vous voyez. Après, c'est très personnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, à un moment donné, comme dit ma collègue, il y a des gens
Ben voilà, moi pendant 4 ans, j'ai pas travaillé parce que j'ai élevé mes enfants. Je veux dire, après, voilà, je veux dire, un moment... ben déjà, ça s'élabore, il faut que ça soit clair pour vous. Sur un CV, comment justifier? Je veux dire un peu virulent, mais le psychologue, vous ne comprenez pas ma question. Elle a répondu. C'est clair, je pense que là, tout le monde autour de moi l'a compris. Non, mais si, j'en entends votre question. En fait, voilà. Parce que vous êtes deux courants d'école. Burn-out, c'est pas vrai. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a dit en entretien, j'ai fait un burn-out. Donc si on se met à la place de cette personne et qui ne souhaite pas avouer à son employeur qu'elle a fait un burn-out, quelle est finalement la posture adoptée dans le cadre d'une recherche d'emploi et si elle est en entretien, concrètement, comment ça se passe? Comment on justifie ces 2 années d'absence qui sont dues à une maladie, dont elle n'a certainement peut-être pas envie de parler, sans mentir, sans... Vous êtes tombé malade suite à un burn-out. Non, en fait, Non, mais j'ai bien compris. Après, vous avez eu 2 ans d'interruption sur votre parcours professionnel. Il y a eu 2 ans d'interruption. Si on vous pose la question, vous avez dit il y a eu un événement qui m'a... Voilà. S'il y a une maladie, il y a le secret médical aussi, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, j'ai été... C'est là que je suis obligée d'en parler. Évidemment, je n'en parle pas spontanément. Comment je peux en parler sans en parler? Comment je peux justifier alors que après le travail qui nous a rendu malade, on est là, on a la volonté de repartir et de retravailler. Enfin, comment Après, si votre employeur ne le comprend pas, madame, c'est que c'est peut-être pas le bon employeur non plus. Hein. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas compréhensif, vous êtes parti pour un deuxième burn-out. Je ne dis pas de manière triviale, attention. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qui... C'est comment on les dit sur la question. Excusez-moi, moi je pense qu'elle veut dire, c'est si vraiment l'employeur regarde le CV et vous demande qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là. Elle vient de vous dire, Mais moi je dis, vous avez été malade. Il y a un événement qui vous a contraint à une indisponibilité, c'est tout. Il comprend pas. Je veux dire, moi c'est comme ça que ça se dit. Hein. Moi je vous parle du secret, hein, excusez-moi. Hein. Voilà comment les gens le disent. Bonjour, je suis une ancienne DRH. C'est un avis qui est très... De l'autre côté du prisme. Qui est de l'autre côté du prisme. J'ai moi-même fait un burn-out et je suis en reconversion. Donc tout ça pour vous dire que vous devez répondre en fonction de qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous voulez raconter. D'accord? À la bonne personne. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un psy pour raconter, aller voir un psy. Et le DRH n'est pas là pour ça. C'est-à-dire qu'un employeur, il veut un salarié qui bosse, qui ne va pas partir dans 3 mois en dépression, qui ne va pas se mettre en arrêt maladie parce qu'il a un cancer qui va être dans le bière. Il ne veut pas quelqu'un qui va tomber enceinte dans 3 mois, et il ne veut pas quelqu'un qui doit s'occuper de sa mère parce qu'elle est en fin de vie et qu'elle va peut-être partir parce qu'il faudra qu'elle s'occupe de ses enfants. Donc la réalité, même si on peut dire qu'il y a des employeurs qui sont un peu plus compréhensifs que d'autres, mais vous-même, vous embauchez quelqu'un, c'est pour des postes, hein, c'est pas pour les mettre en arrêt maladie. Bon. Alors, du coup, moi je pense qu'il faut que vous regardiez un peu dans votre vie perso des choses qui sont positives. Parce que dans la vie, il n'y a pas que la vie pro. Et on a le droit à l'arrêt. On a le droit à s'arrêter, à respirer, à faire un rêve, à vivre une aventure, à faire le tour du monde si vous voulez. Et on a le droit de mentir. On a le droit de ne pas dire la vérité. Merci. Le DRH, c'est pas ça. D'accord? Alors, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui travaille dans le secteur bancaire. Justement, on parlait de sens. Elle a travaillé pendant 4 ans dans une banque, on lui demandait de faire des objectifs, etc. Et à un moment, c'était un peu contre ses valeurs, parce qu'elle devait signer à des personnes, donc des contrats, souscrire des contrats à des personnes vulnérables. Et à un moment donné, elle s'est posé la question, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de, voilà, sur lequel j'ai envie de gagner ma vie, dans lequel j'ai envie de gagner ma vie? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, bon, j'ai un prêt immobilier, j'ai 35 ans, j'ai besoin d'avoir un CDI. Donc elle a essayé de tenir le coup. Et à un moment, elle a attrapé un psoriasis au niveau de la jambe qui a commencé à prendre des proportions. Et 6 mois après, elle a fait un burn-out. Donc incapacité effectivement de se lever, d'aller au travail, c'était physique. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est arrêtée pas pendant 6 mois ou pendant 1 an, elle s'est arrêtée pendant 4 ans.
Pendant 4 années, elle n'a eu aucune activité professionnelle. Elle est retournée dans le secteur bancaire, donc chez une autre enseigne, donc avec des valeurs, etc. Et effectivement, on lui a demandé ce qu'elle avait fait pendant ces 4 années. Elle a menti. Elle a expliqué qu'elle a essayé de créer son entreprise, donc dans un pays étranger, qu'elle a monté sa boîte, qu'elle a appris beaucoup. Donc elle s'est inventée une vie. Alors on n'est pas là pour donner, on n'est pas là dans un système de valeurs, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Elle a choisi cette option. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans et demi qu'elle est dans cette banque, elle a évolué, elle prend du plaisir à travailler, elle a retrouvé justement un sens des valeurs, elle a retrouvé aussi le goût, parce que c'est vrai que c'est important aussi de parler de goût dans le travail, mais elle a choisi cette option. Maintenant, effectivement, moi je comprends l'avis de Leïla et de Catherine de dire que c'est pas tabou, on est des êtres humains, on a le droit d'être malade, on a le droit aussi de... Non mais vous rigolez, mais vous pouvez... Après, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas non plus réceptif, peut-être que la boîte, elle n'est pas faite pour vous, hein. Merci pour ce message positif, justement, parce que voilà. Allez-y, madame, on vous écoute. Est-ce que vous savez qu'il y a 36% de la population active en France qui a fait un burn-out à ce jour? On ne peut plus être dans le déni. D'ailleurs, la première phase du burn-out, c'est le déni du salarié, mais aussi de l'employeur. Donc à un moment, il faut sortir du déni. Alors j'entends, moi quand j'étais en burn-out, évidemment, je me suis cachée, évidemment, j'ai essayé que ça ne se voit pas, mais on m'a dit bien après que j'étais désagréable, et malheureusement, ça fait partie aussi des phases du burn-out. Je suis désolée, ça n'a jamais été mon envie, bien sûr, on ne s'en rend même pas compte. Et puis un jour, quand j'ai dit que j'ai fait un burn-out, qu'est-ce qu'on m'a dit? Comment dit les gens m'ont dit, toi, tu as fait un burn-out avec l'énergie que tu as. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je croyais être une faiblesse, un handicap, tout ce que vous voulez, tout ce que vous racontez sans dire, là, voilà, eh bien, en fait, c'est devenu un atout. Et d'ailleurs, l'autre fois, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un que j'avais pas vu depuis 5 ans, je ne savais pas, et donc je regarde mon agenda, et j'avais oublié que je l'avais rencontré pendant mon burn-out, et surtout, j'avais oublié que je m'étais écroulée en larmes pendant l'entretien avec lui. Et heureusement, parce que j'aurais pas osé reprendre rendez-vous. Et donc pendant mon entretien, il me dit, tu te rappelles que tu t'es écroulé en larmes? Oh, donc je l'ai mis, ça c'était là, le dernier trimestre, l'an dernier. Donc, je regarde mon agenda, je dis, ah oui, là j'étais vraiment en plein burn-out, donc je jouais un rôle pour essayer de montrer que je n'étais pas dans le burn-out. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu as super bien récupéré et j'ai envie de bosser avec toi. Et on a monté un projet énorme. Et donc voilà, la seule chose qu'il y a, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez encore honte, entre guillemets, de ce burn-out, de le dire, etc., c'est pas le cas, mais bon, pour ceux pour qui ça serait le cas, continuez à travailler sur vous pour voir qu'est-ce que ce burn-out vous a appris. Il vous a appris plein de choses positives sur vous, en fait. J'entends pas, hein. Bon, on peut en parler après si vous le souhaitez. Mais voilà, et de toute façon, quand on cherche un travail, on vient plutôt proposer ses services, proposer ses talents. Et après, le stratagème aussi, c'est tant que si vous avez la chance, entre guillemets, d'être malade pendant que vous étiez salarié, on va être obligé de laisser, je finis juste ma phrase, vous n'êtes pas obligé de dire votre contrat s'est arrêté là, après vous étiez malade pendant votre contrat. Je vous invite à venir après, à la fin de la conférence, voilà, pour essayer d'échanger et effectivement trouver une solution. Oui. Excusez-moi, je voulais juste répondre à votre question. Près du micro, s'il vous plaît. Pardon. J'étais effectivement dans une multinationale depuis 18 ans. Cette société était française avec des bonnes valeurs, etc., humaines. Depuis 10 ans, donc, on est américain et on s'est transformé en machine à broyer les gens. C'est même l'émotion qui me prend un peu. J'ai vécu un burn-out l'année dernière. Je vais dire un mini burn-out parce que je ne sais pas qui je peux remercier, une force, je ne vais pas dire ni la religion du bois, je ne suis pas spécialement croyante. J'ai cette force de caractère, j'ai fait un mini burn-out d'un mois et demi, pardon, où des collègues ne sont pas revenus depuis 3-4 ans. Bon. Donc pour répondre à votre question, soit vous êtes honnête avec vous-même parce que vous avez des vraies valeurs que vos parents vous ont inculquées et vous êtes honnête avec votre futur employeur en disant voilà, j'ai fait ce break-là depuis 1 an, 2 ans, peu importe combien d'années, parce que je n'étais plus en phase avec la politique de l'entreprise, parce que je ne suis pas comme ces gens-là. Voilà, très sincèrement. Et si la personne est humaine et entend que vous avez des valeurs voilà, vous êtes proche des gens, à l'écoute, c'est pas parce qu'on n'a pas voté 5 minutes avec la collègue qu'on va pas être plus rentable. La bonne ambiance dans une équipe,
Moi, j'ai osé dire à ma responsable, parce que je ne fais plus partie de cette société, elle me disait, Nathalie, tu as changé. Oui, j'ai changé, effectivement. J'étais quelqu'un d'extraverti, qui avait toujours la pêche et qui voilà, donnait du baume au cœur aux gens, même si la personne, votre collègue, tire la tronche depuis 10 ans, vous êtes là avec votre petite blague et vous lui rendez la journée belle. Eh ben non, elle a qu'à se faire chier dans sa vie finalement. J'ai plus envie de me forcer avec ces gens-là. Et j'apporte du baume au cœur aux gens qui le méritent. Donc oui, j'ai bien ma responsable à la DRH. J'ai changé, Muriel. Je veux effectivement aujourd'hui apporter de la joie aux gens qui le méritent. Je ne suis pas l'animatrice du service non plus. Donc oui, j'ai changé. Rassurez-moi, vous ne l'avez pas cassé la figure quand même. Non, pas du tout. Mais j'ai été honnête avec moi-même et je voulais qu'elle prenne ses responsabilités parce que c'est pas ça le problème. Voilà, c'était... faut être honnête sincèrement avec soi-même. D'accord. Alors, il y avait une autre question chez la dame. C'est important, ça a été dit, le discours qui a été tenu donc, par les deux intervenants, c'est d'être bien, d'avoir parlé de notion d'envie, de bien-être. Dernière question, parce qu'on doit conclure. Sandrine, juste là, la dame. Bonjour. En fait, moi, j'ai pas tout à fait de question, mais plus un témoignage. Et en fait, pour revenir à tout ce qui a été dit avant, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Donc, je suis toujours sans activité professionnelle aujourd'hui, ce qui est très difficile à vivre. Je serais ravie en fait de dire face à un employeur demain la vérité, sauf que je ne l'assume pas aujourd'hui. Pour toutes les raisons, et surtout l'ancienne DRH qui est intervenue tout à l'heure, en fait je pense qu'il y a 2 mondes aujourd'hui, que la plupart des employeurs, 9 employeurs sur 10, ne sont pas capables aujourd'hui de comprendre en fait cette période d'inactivité. Donc je crois malheureusement qu'aujourd'hui on est encore obligé de mentir face à l'employeur qu'on a en face de nous, ce qui va à l'encontre de mes valeurs, parce que moi je préférerais 100 fois, 1000 fois être honnête et dire la vérité de ce que j'ai vécu, sauf que je l'assume pas. Voilà, mais donc j'ai pas de questions, mais juste je pense que la conclusion c'est qu'aujourd'hui malheureusement encore on est obligé de mentir à l'employeur pour être, et on a eu des exemples, pour être embauché demain on est obligé de mentir. Voilà. Voilà. On va quand même délivrer, alors pour conclure, un message optimiste. Leïla et Catherine, est-ce qu'il y a quand même des employeurs, on n'est pas dans le monde des business, mais il y a quand même des employeurs qui sont quand même compréhensifs? Je crois, j'essaie de faire un peu synthétique parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense qu'on ne se connaît pas, mais on est 2 psys. Alors voilà, on n'est pas des DRH et c'est très bien que cette personne soit venue. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes actrice de votre parcours. Et vous avez des valeurs. Et vos valeurs, vous ne mentez pas. C'est comme ça que vous êtes. Ça vous appartient. Maintenant, on joue un jeu. C'est pas parce que vous n'avez pas dit la vérité que vous avez menti. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'indisponibilité pour le travail et il faut le poser. Parce que les DRH, ils le savent, ça, à un moment donné. Si on masque la vérité, on s'en sortira pas. Donc, alors, il y a des bons, il y a des mauvais, il y en a qui sont capables. Il y a une liste comme ça de dossiers. J'ai envie de vous dire, apprenez à vous reconstruire. Vos valeurs, elles vous appartiennent. Elles sont peut-être pas toujours à partager. Et je vous le dis de façon un peu libre, parce que vos valeurs, c'est l'éthique, c'est fondamental. Ça vous appartient à chacun. Après, quand on rencontre les gens, parfois, on peut partager des choses. Mais d'emblée comme ça, un premier rendez-vous, moi, j'y crois pas trop. On est d'accord? On évolue. Madame, l'essentiel de notre métier, c'est que moi, je pars du principe que je ne sais rien. Si je savais quelque chose, vous ne seriez pas là et moi, je ne serais pas là. J'irais faire du business ailleurs, comme je le faisais avant. Moi, j'ai décidé de rencontrer les gens et ça prend du temps. Voilà. Mais il y a des choses qui vous appartiennent. Et voilà, on me dit qu'il faut arrêter. Il y a des choses qui vous appartiennent, c'est à vous, c'est précieux. Après, ça se partage, comme disait madame, ou ça ne se partage pas. Alors bon, voilà, je suis pas magicienne. Alors, on va conclure. Si vous avez des questions plus précises, peut-être je vous invite à vous rapprocher et justement à venir échanger avec nos intervenants.
Merci, c'était un sujet qui était quand même intense, hein. Donc c'est vrai que c'était difficile de couper. En tout cas, merci infiniment en tout cas à Leïla et à Catherine.